Clint Eastwood a 94 ans, beaucoup de films à son actif, et c'est sûrement le dernier. Juré numéro 2. C'est vendu comme ça, moi je n'y crois pas. Tu penses J'y crois pas non plus. Je sais pas pourquoi chaque fois que je lisais ça, je me disais c'est du bullshit. Personne n'a envie de mourir. Il reste en vie, il refera un film. Bah ouais, mais là quand même, ça commence à Ce serait bien qu'il meure pendant le tournage de son film. Ah ouais. Comme quoi ce soit vraiment son dernier film. Et que ce soit également le personnage. Et ça serait encore mieux qu'il finisse avec... avec... doit se démerder pour le faire. Oh, ce serait incroyable. Ce serait encore mieux qu'il finisse avec un bon film, mais ça on va en parler pendant cette émission. Nono, ta catchphrase. Moi ma catchphrase c'était « T'es mis à la porte ». Oh, ok. Floris. Moi c'est « Un homme en galère ». J'aime beaucoup. Et moi, ce sera juste juré craché. Ce film de Clint Eastwood, j'ai très peu de contexte aussi. Il faut savoir que je ne suis pas extrêmement fan de Clint Eastwood. J'ai pas vu beaucoup de ses films et j'ai jamais été transporté par ses films. Alors déjà, lapidez-moi dans les commentaires. Mais ça ne veut pas dire qu'on va essayer d'analyser ce film avec objectivité. Il a été tourné pour 35 millions de dollars, qui n'est pas un énorme budget. En même temps, c'est pas un film avec beaucoup d'effets. Oui, on ne sait pas trop où passerait plus d'argent. C'est ça. Et en plus, on n'a pas un casting. Sauf à faire un vrai tribunal. Ouais, voilà. Et à le laisser en place. Exactement. Ouais. On a un excellent box-office en France. Par contre, il a été complètement délaissé. C'est ça le gros truc du contexte. Mais oui. Il a été délaissé par Warner aux États-Unis. Personne ne pouvait le voir aux États-Unis. Voilà. Et personne ne peut le voir. Ils vont le voir chez eux. Voilà. Voilà. Je crois pas parce qu'ils ont même pas de date de streaming annoncée. Si, c'est bon. Non, mais c'est Warner, donc ils vont le foutre sur Max. Et puis, oui, c'est ça. Il va être disponible. Enfin, il n'y a aucune raison qu'il soit pas disponible. Oui. Qu'on puisse pas le voir. Voilà. Et il a eu des critiques assez positives. Une moyenne de 4 sur 5 de la part des spectateurs, en tout cas sur Allociné. On verra bien. Ce que nous, on en pense. J'en fais pas plus parce que franchement, quand on n'a plus rien à dire, on se tait. Bah, dis donc, gain de maturité que je n'ai pas encore acquis. Et je vous rappelle quand même qu'on est dans Spoiler Alert. Du coup, on va vous quelque chose spoiler. t'a fait le déclic, c'est juste c'est pour un ami, c'est pour savoir. Est-ce qu'une personne en particulier t'a dit que tu faisais des contextes d'intro trop longs? Peut-être. Ouais, en attendant, voilà, Spoiler Alert, le principe, je vous le rappelle, on va vous spoiler le film, on va aller en profondeur dans Juré numéro 2. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment de partir en mettant quand même un like parce que vous êtes vachement sympa. Déjà, c'est sympa qu'on vous ait prévenu. Exactement, c'est vrai. On va commencer avec Nono. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Moi, je l'ai trouvé super intéressant, ce film. Il m'a appris plein de choses que je ne connaissais pas. Déjà qu'on pouvait écrire X-Ing pour à la place de crossing. Oui, moi aussi. Ça, déjà, ça... C'est vrai. Surtout qu'au début, j'avais mal lu le panneau, donc j'ai lu dire X-Wings. Donc déjà, vas-y dans ma tête, le Spin-off Star Wars. Exactement. Donc après, une fois qu'on voit ce panneau plein de fois, j'ai compris. Et il m'a aussi beaucoup appris sur le système judiciaire américain, mais que je connaissais pas du tout. Ah oui. Le processus de sélection des jurés. Oui. Enfin, je savais pas du tout que ça se passait comme ça. En fait, moi, je pensais que c'était vraiment 12 personnes au pif qui étaient sélectionnées et qui allaient. En fait, non, t'as vraiment toute une masse de personnes un pré-casting, un pré-casting qui, du coup, déjà te montre tout de suite les dérives possibles de ce système. C'est quasiment 12 personnes au pif. Enfin, c'est 12 personnes dans un ensemble plus gros qui est sélectionné, mais ça reste. Oui et non, parce que du coup, c'est quand même des personnes qui sont castées par les avocats qui vont devoir faire des plaidoiries sur eux et qui vont devoir un peu convaincre ces personnes-là. Donc, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même un petit côté dérive dans le sens où on peut essayer de choisir des jurés qui vont plutôt aller dans notre sens. Et déjà, ça pète un peu tout le côté impartial du système juridique. Ouais, et du coup, est-ce que c'est un film qui t'a plu? Parce que, au-delà de ce que t'as appris, est-ce que c'est quelque chose qui t'a... oui, par contre, oui. En tant que film parce que... oui, pardon, en tant que film. Là, oublions pas qu'on fait spoiler alert. Non, c'est vraiment un film qui m'a plu du début à la fin. J'ai été assez en haleine tout de suite. Il y avait ce côté déjà... déjà, moi, je suis quelqu'un de curieux. Donc, dès qu'on me met dans quelque chose que je ne connais pas, tout en m'expliquant les codes dès le début, je vais vraiment être à fond dedans. Et on te rajoute en plus un dilemme, mais qui est bien amené parce que c'est vraiment... On te met en fait à la place du personnage. C'est vraiment le genre de film qui t'invite à la réflexion du style « Et toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette position-là » en fait. Et moi, j'adore ça vraiment. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé, du coup, j'ai rien fait. Floris, toi, ton avis sur le... Moi, j'ai l'impression, avec le petit ton que tu prends depuis le début, que tu n'as pas aimé ce film. J'ai vraiment j'ai trouvé ce film insipide, insignifiant, sans aucun intérêt. Je pense que peut-être une des raisons pour lesquelles tu ne l'as pas aimé est que tu avais vu 12 hommes en colère. Oui, voilà. Alors, tu m'as conseillé de voir 12 hommes en colère après, sur conseil de ta mère d'ailleurs, qu'on savait. Ouais. On regarde tout le temps. Mais 12 hommes, c'est moi qui l'ai fait découvrir à ma mère, si je puis me permettre. 12 hommes en colère, c'est un de mes films de chevet depuis toujours. J'adore. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on n'a pas vu 12 hommes en colère avant, ce qui était mon cas
cas, et ce qui était le cas de Nono, on apprend des choses, non pas forcément qu'on ignore qu'il y a un jury populaire aux États-Unis, cette histoire de doute raisonnable, on en a déjà parlé, mais on ne s'est pas forcément projeté avant sur les limites de ce système judiciaire-là, qu'on peut idéaliser ou détester, mais en tout cas, là, on explore en profondeur ce que ça vient faire chez les gens, ce qui se passe, quelles sont les responsabilités, et en cela, forcément, c'est très intéressant, même si, dans certains points de vue, ça reste une pâle copie de l'original auquel il fait maintes fois référence, les 12 hommes en colère. Donc tu l'as vu entre-temps. Je l'ai vu entre-temps. J'ai aimé 12 hommes en colère. Je n'ai pas néanmoins moins aimé le film de Clint Eastwood que moi j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'un des blocages principaux de ce film est qu'il faut accepter un scénario qui est un peu improbable parce que très vite il devient assez improbable que le doute raisonnable ne soit pas installé. Que le fait de faire porter par un seul gars, enfin deux en réalité, le doute alors que tout le monde voudrait qu'il n'y en ait pas, est quand même amené un poil à l'arrache sous des justifications de l'autopsie a été mal faite, mais quand même il faut accepter ce postulat de départ là, il faut accepter que l'autopsie soit nulle au point de ne pas avoir décrit les trucs, et il faut accepter que le hasard de la situation ait emmené ces gens, enfin il y a beaucoup de choses à accepter dans la suspension d'incrédulité. Par contre à partir du moment où on les accepte, moi j'ai beaucoup aimé l'intelligence que je trouvais derrière ce film, parce que chaque personnage a une contradiction, chaque personnage a une complexité, et donc par rapport à plein de films qu'on peut voir, vraiment, ça m'a fait un bien fou de voir un film où chaque personnage était écrit. On fait rentrer beaucoup de gens. Alors, ils sont pas tous développés à l'extrême, parce que ça reste un film, il y a une durée, etc. Mais chaque personnage cache derrière lui une contradiction. Chaque personnage cache derrière lui une volonté de bien faire, en tout cas pense qu'il est honnête, et en fait ça interroge beaucoup de sujets, que ce soit l'honnêteté, que ce soit la justice, la vérité par rapport à la justice, l'éthique aussi, l'éthique, la possibilité de vivre avec des décisions qu'on sait qui ont peut-être été les bonnes, mais est-ce que, en fait je trouve qu'un des sujets qui est les plus difficiles à aborder dans la vie et dans la psychologie des gens, je parle même pas du cinéma, c'est le sujet de se mentir à soi-même. Parce que je trouve que beaucoup de choses dans la vie reposent là-dessus, dans la capacité de se raconter des petits mensonges qui font qu'on accepte les choses, qu'on accepte les peurs par exemple. Si dans la vie t'as été confronté à un truc qui t'arrive de très grave, tu vas avoir du mal à l'éviter. Par contre, si tu n'y as pas été confronté, le fait de savoir que c'est arrivé à ton voisin fait que tu vas pouvoir te mentir tous les jours en te disant tiens, c'est très improbable, donc je n'ai pas peur par exemple. Et le socle social sur lequel nous on repose, c'est ces petits mensonges du quotidien. Je trouve que ce film montre très bien ça. Chacun a ses petits mensonges. Ils sont tous. Personne n'a envie d'être une mauvaise personne dans ce film-là, mais ils ont tous un petit mensonge. Et ce petit mensonge-là, à un moment donné, il finit par leur péter à la gueule, ou pas d'ailleurs. Ça, je suis d'accord avec toi. Le script, il est intéressant. C'est vrai. J'ai noté. Donc le personnage principal, pour des raisons évidentes, il a ses contradictions. On a sa femme qui décide de pas le questionner plus, alors qu'elle est en train de se douter qu'il a fait quelque chose de grave. La procureure qui préfère sa carrière à la vérité, alors qu'elle est censée incarner la justice. La défense qui défend des salopards, mais ça on le sait déjà, c'est un peu facile, mais mine de rien c'est aussi une forme de paradoxe, et les jurés qui se fichent du verdict tant qu'ils peuvent rentrer plutôt chez eux. Oui, complètement, cette justice, et l'accusé qui est innocent dans cette affaire, mais coupable pour beaucoup d'autres pour lesquels il n'a pas été jugé. Tout ça, c'est vrai que ça rend le film assez intéressant. Ça donne envie de se faire justice soi-même. C'est le script qui n'est pas. C'est le script qui est intéressant. Mais ce que Clint a fait dans ce film, c'est un téléfilm. C'est pas extrêmement bien filmé. Il y a aucun plan pensé. C'est la lumière est mauvaise. J'avais l'impression de regarder M6 pendant les vacances de Noël. À chaque fois qu'il y avait ce plan sur le tribunal justement, je sais pas pourquoi le plan était, la lumière était vraiment pas. Et puis même quand ils sont dans la salle de délibération, t'as cette lumière évidemment, on dirait un HMI, une lumière artificielle qui sort sans aucune subtilité, qui sort de la fenêtre pour faire des contres. En fait, je trouve que c'est bizarre d'un film qui a un script qui traite tant des nuances et qui n'ait aucun contraste. Enfin, c'est trop bizarre, je trouve. Moi, j'ai aimé parce que je trouve que il y a peut-être derrière cela la volonté de ne pas nous perturber dans nos repères pour que le script fasse son effet et infuse. On nous met dans une réal qui, dans sa colo, ressemble à un téléfilm. Néanmoins, je trouve que tout est beaucoup plus travaillé. Et pour ça, moi, j'ai été suffisamment pris par le script pour pas avoir trop de temps de me poser la question de chaque plan, de la manière dont il est travaillé. Mais l'exploitation de l'ensemble des angles, de l'oppression, des symboles, de la justice sur les personnages, etc., qui reste quelque chose d'assez simple et facile. En vrai, quand t'as un tribunal, c'est difficile de pas le faire. Oui. Mais en fait, je pense qu'on nous met dans un contexte qui ressemble à tout ce qu'on a déjà vu, y compris des films ou séries de procès,
pour nous montrer quelque chose qui devient choquant parce que c'est à ce point différent. En fait, on part avec des préjugés de la justice, c'est facile de la rendre quand on a affaire à un salopard, de quelque chose qui a l'air, en tout cas qui nous est présenté comme assez évident, et ben on a envie de boucler ça et d'avancer. Et en fait, on se rend compte que chaque personnage, c'est ce que j'aime dans ce film, c'est que, alors ça rejoint pas mon titre qui était Un homme en galère, parce que juste pour la ref, mais en fait, je trouve que chaque personnage dans ce film a quelque chose à dire sur lui et va avoir sa propre contradiction. Et pour le coup, le personnage principal, je trouve ça très bien, le moment où, par exemple, c'est un film qui va aussi traiter des addictions et de la capacité des hommes et des femmes à changer, réellement ou pas. Et je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Quand il est en train d'expliquer que son alcoolisme le rattrape, et l'a rattrapé à un moment, puis qu'il a fait tout un travail et qu'il est un homme nouveau qui maintenant assume ses responsabilités, il dit ça alors qu'en même temps il les assume pas et qu'on peut pas douter de sa volonté de les assumer quand même. Enfin, il y a beaucoup de personnages intéressants, beaucoup de choses intéressantes. J'ai énormément aimé la fin, moi. J'aime bien que ça se termine pas. Ah ouais, j'ai adoré la fin. Non, ça, en fait, c'est perturbant, mais je trouve que le film est construit pour ça aussi. Le fait de ne pas savoir ce qui se passe t'oblige à te dire, t'aurais aimé que ça se finisse comment? Et il n'y a pas de bonne réponse. En tout cas, je n'en trouve pas. Mais c'est ça. Donc je trouve que c'est super intéressant. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils avaient tourné plusieurs fins différentes parce que justement, il y avait des plans où un coup, il y avait la procureure avec deux flics à côté d'elle, ou la procureure avec les sirènes qui arrivaient en fond, ce genre de choses qui te donnent du coup une indication sur la fin. Et le fait qu'ils aient balayé toutes ces possibles fins pour justement faire juste celle-là, où comme tu dis, on te dit pas qu'est-ce qui se passe. Et même, c'est même un peu, moi je l'ai pris cette fin comme, et toi du coup, quelle décision tu prendrais? Parce qu'en fait, c'est vraiment, elle vient toquer à sa porte pour lui demander de prendre la décision. Elle nous demande à nous spectateurs. Et j'ai vraiment, adoré quand ça. tu y réfléchis, moi je suis sorti du film et pendant un long moment je me dis quelle est la bonne solution, quelle est la bonne solution dans cette histoire. Et on sait que lui, sa solution ça aurait été peut-être que personne soit condamné, mais c'est quand même une injustice, personne n'est condamné. En fait, c'est inextricable comme situation. En fait, on va forcément détruire un dilemme moral, mais c'est le vrai dilemme du train au final où tu vas forcément détruire quelqu'un. Bon là, la personne a été détruite au début du film. Mais en tout cas, moi je vous rejoins, je trouve que le script est efficace, c'est ce que je me suis marqué, que la dualité des personnages est intéressante, mais à part ça, alors tu vas me dire oui, c'est ce qui fait le film. Mais pour moi, il n'y a pas de à part ça. Oui, voilà, c'est très rare de voir un film comme ça. Et j'aime le classicisme de Clint Eastwood pour faire ça. Je pense que ça m'aurait pas... En fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il est intéressant dans ce qu'il dit, à quoi il fait réfléchir. Moi, ça fait changer mon point de vue sur le monde, forcément. On en ressort forcément un peu transformé, un peu sur la justice, un peu sur la manière dont on essaie de la rendre, un peu sur les efforts, comme je vous l'ai dit au début, sur ce truc que je trouve très important, qui est les mensonges qu'on se fait à soi-même et la prise de conscience qu'on en a. C'est facile de les voir chez les autres, difficile de les voir chez soi. Totalement. Je sais pas si... Je suis d'accord, tu vas dire, la réelle ne transcende pas. Ouais, alors justement, mais au-delà de ça, alors désolé, peut-être que j'aurais peut-être jamais dû voir 12 hommes en colère, mais quand tu regardes ce film, tu te dis, mais t'es obligé de te dire c'est 12 hommes en colère en moins majestueux parce que c'est boursouflé. On s'en fout qu'ils aillent sur le lieu du crime, on s'en fout. Tout ce qui est important, c'est le moment où ils vont discuter de ce qu'est la vérité. Toutes ces thématiques-là, elles auraient pu être beaucoup moins in your face et plus subtiles, comme dans 12 hommes en colère, dans cette séquence. Alors, il fait ça exprès pour pas trop citer ce film-là, mais il faut peut-être se demander, est-ce que ce qu'on rajoute est important, nécessaire? Je pense que ce qui est très différent dans le film d'Eastwood, c'est qu'il vient greffer à un film judiciaire un thriller, qui est un vrai thriller pour le coup. Mais je trouve que c'est un thriller. Dans 12 hommes en colère, on ne doute pas de ce qui va se passer. Honnêtement, j'ai aimé 12 hommes en colère et peut-être que mon point de vue sur le film d'Eastwood aurait changé si je l'avais vu dans le bon sens, comme on le disait au début. Je peux comprendre parce que vraiment, comme moi, c'est la première fois que je voyais un film comme ça, avec deux personnes qui allaient faire changer tout le groupe petit à petit, et que c'est exactement la même mécanique que 12 hommes en colère. Je peux comprendre qu'on n'ait pas cet effet waouh quand on l'a déjà vu. Par contre, je trouve qu'il est très différent et qu'il apporte vraiment quelque chose, là où 12 hommes en colère va être une critique de ses préjugés, de classe, etc. Là, on a une subtilité de plein de choses, de tous ces sujets qu'on a déjà traités, qui rajoutent aussi les addictions, qui rajoutent ces choses qu'on fait dans la vie pour nous rendre la vie plus facile, qui nous met correctement, je trouve, en image, parce qu'il y a cette notion de thriller qui permet de l'accepter. Et vraiment, moi, il y a plein de moments où je ne savais pas ce qui allait se passer. Vraiment. Je pensais qu'il allait se faire reprendre et tout. Et je trouve que ça ajoute quelque chose. Et il y a vraiment, dans le film, dans 12 hommes en colère, Clint Eastwood avait 27 ans. Évidemment qu'il l'a vu, évidemment que ça l'a marqué, mais ça reste Henry Fonda, le personnage qui est le héros de ce film. Là, il n'y a pas de héros dans ce film. Et moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas de héros. Non, mais c'est plus complexe. Je comprends. En fait, le truc, c'est qu'on est d'accord. J'ai la même analyse que toi, juste ça m'a moins touché. Nono, t'avais peut-être quelque chose à rajouter Ouais, moi je sais que déjà, dans tous les cas, quand je regarde un film, le côté justement réel, moi, c'est vraiment quelque chose que mon cerveau ne va pas du tout regarder. Mais pour rejoindre Floris, j'ai vraiment le côté
le script en fait, ça a vraiment tout fait pour moi. J'ai vraiment adoré le fait que chaque personnage incarne par exemple une dérive en fait du système judiciaire. Chaque scène aussi te montre vraiment comment ça peut être mal exploité. J'en parlais au début avec le système biaisé de sélection des jurés, mais il y a aussi le côté de la procureure, en fait les procureurs et la politique qui sont élus au final, donc qui utilisent ce genre de procès comme un tremplin. Déjà, ça biaise aussi le processus de jugement. Le côté aussi où, à la fin des plaidoiries, c'est pas vraiment des plaidoiries qui incitent le jury à chercher la vérité, c'est des plaidoiries qui essayent de convaincre, essaie de convaincre 12 citoyens ordinaires de son point de vue à soi. Donc, en fait, tout ça, ça biaise complètement. Il en parlait au début, Floris, la différence entre justice et vérité, en fait. Ouais, la justice n'est pas une recherche de la vérité. Oui, tout à fait. Et ce film le montre vraiment bien. C'est assez touchant aussi la manière dont les personnages essayent de défendre un système dont ils savent imparfait et dont ils vont démontrer tout le long du film l'ensemble, l'étendue des imperfections. Ils disent dès le début, notre système est imparfait, mais c'est le meilleur qu'on a. Et puis petit à petit, tu te rends compte que voilà, même l'autopsie, elle nous est justifiée par mais il en avait 12 dans la journée, donc voilà, il pouvait pas faire ça. Il y a pas de moyens, il y a pas ceci. Enfin, à un moment, quand il manque, c'est là aussi, il y a des improbabilités de sérieux, mais quand il y a cette affaire où le flic vient trouver des documents et en fait, il manque de devoir refaire en fait les procédures. Et en fait, ils disent c'est balayé d'un revers de main. En fait, vraiment, on le revoit jamais, alors que le flic qui a une éthique normalement aurait dû vouloir creuser de son côté à lui. Mais il l'esquive en disant voilà, on n'a pas d'argent, on va enchaîner, et puis voilà, ça reste une petite affaire. Enfin, en fait, l'ensemble des dérives du système, ça reste une critique extrêmement pointue de l'ensemble de ce système-là qu'on connaît mal en France. Et moi, ça m'a vraiment fait réfléchir sur plein de points. Tout à fait d'accord. J'ai trouvé que chaque perso avait un truc à dire et à ajouter. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser pendant tout le film aussi que Clint Eastwood, en 2016, il avait défendu Donald Trump, qu'il préférait voter pour lui plutôt que Hillary Clinton, en disant qu'on était une génération de mauviettes. Et du coup, quelqu'un qui vote pour une personne qui représente l'ère de la post-vérité, justement, je trouve que c'est tellement cynique de faire un film pour dire ce que vous pensez, en fait, c'est pas vrai, on vous manipule. J'ai trouvé ça, mais catastrophique, vraiment. Moi, je ne le mets pas sous l'aune de ses déclarations. On regarde le film. Non, mais c'est un réalisateur. C'est un réalisateur. Il s'exprime à travers ses films. Ce qu'il exprime ne va pas dans le sens de. Moi, je trouve que justement, ça va un peu dans ce sens-là, dans le sens que, ok, la version officielle, la croyez pas forcément. C'est pas vraiment les vrais accusés qui sont sur le banc. C'est ça en fait, qui me gêne aussi un peu. En fait, quand t'as ce contexte-là, je trouve ça super pur. Mais après, d'ailleurs, il est revenu un peu sur ses propos. Mais mine de rien, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un mec qui souscrit aux idées d'un mec qui a pour base le mensonge, de faire douter sur la vérité. Même si c'est sain de douter de la vérité, c'est le principe même de la zététique. Mais par contre, on voit jusqu'à quelle dérive ça peut mener. Et donc qu'il fasse deux films d'ailleurs, parce qu'il y avait l'affaire Richard Jewell qu'il avait fait aussi, l'ami Clint Eastwood, sur la justice, c'est quelque chose qui doit lui tenir à cœur aussi, sur les ambivalences des êtres humains, et que tout le monde n'est pas... C'est intéressant, mais pris dans ce prisme-là, moi ça me gêne toujours un peu. Mais c'est dommage d'y apporter un prisme où là, je suis pas certain que c'est un film qui fait voter Trump. Non, mais c'est intéressant la période dans laquelle il est sorti aussi. C'est pas un film que j'ai pas l'impression que beaucoup de l'audience de Trump va aller voir ce film-là, je sais pas. Non, mais en vrai, elle est tellement large, l'audience de Trump. Et surtout un film avec... Il y a tellement peu de cinéma qui le propose. Oui. Et aussi un film avec une procureure comme Kamala Harris, qui au final est pas si ouf que ça. Bah si, elle est quand même ouf. Non, parce que non, en fait on sait pas. On sait pas. D'ailleurs, on sait même pas s'il a tué. Il n'y a pas de preuve de ça. Non, mais ça peut vraiment être une biche aussi. Mais oui, vraiment, ouais. Moi, c'est ce que je voulais dire. Peut-être que la vraie scène de fin, c'est la famille de la biche qui sonne. ça serait formidable. Moi, ça, 5 sur 5, évidemment. Des sabots comme ça. Et en fait, on se dit, en fait, il s'est rien passé, il a rien fait, c'est quelqu'un d'autre. Ça serait bien. Honnêtement, je trouve que c'est pas un film ostentatoire pro-républicain, pro-Trump. Non, bien sûr que non. Je trouve vraiment. C'est dommage de reprocher à quelqu'un une forme de caricature ou d'excès, alors même qu'on le fait pour la critique de son propre travail. Oui, moi, son travail me fait plus réfléchir à la sortie du film qu'avant. Et en ça, je lui dis merci. Et je trouve que c'est un bon film parce que aucun de ces personnages, je les avais croisés avant dans mon univers cinéma, moi. Ouais. Et moi, j'ai cru que j'avais que mon cinéma s'était élevé dans les airs parce que avec cette musique d'ascenseur qui nous a mis tout du long, vraiment, j'ai cru que j'allais arriver au 3e étage. C'était nul, la musique. C'est classe. Catastrophe. C'est vraiment très classe. C'est scolaire même, si tu veux. Il a pas les droits pour faire une musique qui nous fait vibrer, même si c'est pas le but. Je sais. Moi, j'aurais pas aimé qu'il y ait une musique qui me fasse vibrer. Vraiment. Oui, moi, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de musique, si tu veux. Là, on appelle ça le classicisme, mais j'aime la simplicité de cette réal-là. Je comprends, vraiment. Elle me met dans un univers que je connais, et elle vient y ajouter plein de petites touches de subtilité qui font que, pour moi, ça en fait un film qui est très intéressant. Moi, je dis juste que si c'était pas Clint Eastwood,
personne ne serait allé voir, encore moins en tout cas, et on n'aurait pas pu deviner. On te dit pas que c'est Clint Eastwood, tu dis c'est réalisateur numéro XV93. Mais on voit pas Clint Eastwood dans ce film. Honnêtement, moi, si tu me montres ce film en me disant que c'est un autre réal, je vais le trouver intéressant. Oui, mais justement, il n'y a pas la patte de Clint Eastwood. Tu vas voir un Spielberg et c'est tourné comme un téléfilm. Tu te dis, même si le téléfilm est un super script, putain, qu'est-ce qu'il a fait Spielberg? Pour moi, c'est pareil. Clint Eastwood, il a quand même eu des réals beaucoup plus intéressantes, comme dans Gran Torino, par exemple. Ouais, c'est quand même une réal froide à chaque fois, et c'est quand même beaucoup ces personnages qui ont des contradictions et où tout n'est pas joué au départ et tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun plan qui ressort que je vais ramener chez moi. Et c'est pas grave, peut-être que c'est pas ça qu'il fallait que je cherche, mais c'est ce que je cherche dans le cinéma, qui est littéralement écrire avec la lumière. Donc, show don't tell. C'est ça le principe du cinéma. Et moi, ça tell beaucoup trop, ça show rien du tout. Et voilà, j'ai pas aimé. On va passer au plus et au moins. Il faut qu'on en finisse de cette histoire. Alors, t'es plus, Nono. Moi, je les ai un peu toutes citées, mais ouais, c'est vraiment le côté, les explications sur le système juridique américain, mine de rien, j'ai bien aimé. La prise de perspective aussi, on te met vraiment à la place du personnage en te disant, toi, dans ce dilemme-là, qu'est-ce que tu ferais? Et cette fin ouverte, vraiment, que j'ai absolument adoré, la fin où on reste vraiment sur notre fin, parce que le film se finit maintenant dans ta tête, en fait, tu dois te dire qu'est-ce que tu aurais fait à ta place, comment ça finirait selon toi, etc. J'ai vraiment adoré cette fin. Floris. Je me greffe sur les plus de Nono et sur l'ensemble de ceux qu'on a dit. Pour moi, il y a quand même en plus le jeu impeccable du casting, ils sont tous super. Moi j'ai adoré J.K. Simmons aussi. Je trouve que Nicolas Hoult, on le voit jamais. Ça manque Clint Eastwood dans le casting pour que tu aies l'impression que c'est un film de Clint Eastwood. Oui, voilà, Est-ce que c'est juste ça qui fait que d'habitude c'est un film de Clint Eastwood parce qu'il joue dedans? Exactement, ouais, c'est vrai. Ça manque tellement d'ailleurs que sur les vignettes de l'affiche, ou moi par exemple sur mon appli Pathé, la vignette du film que j'allais voir, c'était Hoult qui parle avec Clint Eastwood justement sur un banc pour pouvoir le mettre quelque part. C'est la seule image du film qu'on a eu pendant très longtemps. Et Nicolas Hoult, faut savoir que à part Mad Max Fury Road, qui n'a pas non plus été un carton énorme, je l'ai jamais vu dans un film qui a cartonné. On dirait qu'il n'a pas joué dans X-Men, non? Oui, d'accord, mais il n'a pas mené, je veux dire, l'idée le film. Pour les moins, je vais aller tout de suite dessus. La réalisation peut inspirer, le fait que ça transpire pas une envie de réaliser et de faire des images. Peut-être qu'il a tout fait, il a 94 ans. L'étalonnage qui est absolument quelconque, la musique qui est insipide, insignifiante. C'est un film qui peut-être fait réfléchir grâce à son script, mais en tant qu'objet filmique, il n'y a pas grand-chose à en retirer, je trouve. Non. Moi, la musique m'a pas marqué non plus, et il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, mais que j'ai pas trop aimé, c'est le côté où justement quand il prend la décision de faire accuser du coup l'accusé, inculper l'accusé, ça se passe comme ça en fait. J'aurais bien aimé avoir cette petite scène, même si c'est pas vraiment le propos du film, de comment est-ce qu'il arrive à convaincre le jury que finalement il a changé d'avis et le mec était accusé depuis le début. Il nous sort juste une phrase qui est nous les alcooliques on peut charmer n'importe qui. Alors déjà il connaît pas les mêmes alcooliques que moi apparemment, Clint Eastwood, mais à part ça on sait pas trop comment il a fait et j'aurais bien aimé savoir ça. Bizarre. C'est mon petit moins. Floris. Juste en plus sur le casting, ça m'a fait plaisir de voir Kiefer Sutherland. Bien sûr. On a pas vu depuis très longtemps et dans un rôle fort à propos, puisque vu les troubles d'alcoolisme qu'il a eu et qui ont quand même assez lourdement parasité sa carrière. C'est marrant de le voir aussi dans ce personnage-là et voilà, ça m'a fait plaisir. Lui, moi, pareil, je me greffe aussi. On a tout dit. C'est un film intéressant, mais qui est simple dans sa réal parce qu'il est réalisé par un mec qui a 94 ans. Excusez. Écoutez, on a les mêmes plus et les mêmes moins, mais pourtant pas les mêmes notes, je pense. Non. Moi j'ai 4 sur 5, j'ai failli sortir ta note parce que je l'ai vu sur Letterboxd. Ah ok. Non, moi 4 sur 5, comme vous disiez, c'est pas une grosse réal, mais pour moi un thriller dramatique comme ça a pas besoin d'en mettre forcément plein la vue pour être bon. J'ai bien aimé ce genre de film qui invite un peu au questionnement au final, donc j'ai passé un bon moment tout en restant, comme je disais, un poil sur ma faim pour la partie dénouement au final. Mais qui vaut moral. Ça vaut un 4 sur 5. Ok, Floris. 4 sur 5 aussi, vraiment, c'est. Je trouve que les faiblesses de réal, des films réalisés, il y en a plein, vraiment, mais la qualité de ce film, de mêler tous les sujets qui, moi, dans la vie, m'intéressent, tous les sujets complexes au sein d'un même film, encore une fois, pour parler à la fois des addictions, des mensonges, de la justice, de la vérité, de tout ça, de mélanger tout ça et d'arriver à en faire en plus à la fois un film judiciaire et un thriller, je trouve qu'il faut être très bon pour le faire et ça mérite un 4 sur 5 pour moi.
Et pour moi, ça sera en fait à l'image de ces personnages, il est ni bon ni mauvais, 2,5 sur 5. Vous choisirez dans quel côté la balance se penchera. Moi-même, j'ai du mal quand même à l'image de la fin du film. Ouais, à l'image de la fin du film, je mettrais 2,5 parce que en effet, ça serait pas honnête de dire que c'est un mauvais film. C'est pas un mauvais film. Et le script est formidable. Mais par contre, je considère qu'il lui manque beaucoup trop de choses importantes, en tout cas pour moi, pour en faire un bon film et encore moins un grand film. 4 sur 5, ça me paraît complètement à l'ouest pour moi. Mais vous avez raison de le noter comme ça. Et d'ailleurs, la plupart du public parce l'a que moi, noté. Je vais m'en rappeler et ça va changer moi, je l'ai point de vue sur le monde. Et moi, le côté me faire réfléchir à des sujets auxquels je n'avais pas pensé de cette manière, je trouve que c'est précieux. Ouais. On a tellement vu de films, on voit tellement de trucs, on entend des trucs, des podcasts, machin. Quand il y a un truc qui vient et qui t'amène un sujet, alors c'est peut-être le livre qui est très bon, mais peu importe, je vois ce film et ça m'amène des sujets et des réflexions qui me sont provoquées alors que personne d'autre n'avait réussi à le faire, bah ça vaut des points. Je suis désolé parce que c'est rare. Ouais, très bien. Eh ben, écoutez, je vous laisse avec votre morale. Je pense, et je vais être honnête, et je le dis pour la perpétuité, là. Mais même pour la perpétuité, parce que mettez-moi les menottes. Non, parce que vraiment, je vous le dis, je pense que je vais moi-même me donner tort dans le temps. Je pense que je vais revoir ce film dans 4, 5, 6 ans et je vais me trouver un peu dur. Quand tu auras 94 ans. Peut-être. Alors là, on aurait deux grosses premières dans l'émission. La première, c'est que tu te tais quand t'as rien à dire. Et la deuxième, c'est que tu te donnes tort dans le temps. Je veux bien croire à une des deux, mais pas aux deux. Hein. Peut-être que le film vaut plus, du coup. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous invite à nous écrire dans les commentaires pour nous partager votre avis. Je pense qu'il finira par voter républicain. Moi, si vous êtes plus d'accord avec Floris et Nono ou avec moi, n'hésitez pas en tout cas à mettre un like, à partager, à vous abonner, évidemment. Et on se retrouve très très bientôt, peut-être pour un film avec des mecs en jupe et des glaives dans les mains. Okay. Peut-être, qui sait. À très très bientôt. Ciao.